Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans cette édition. Commençons ce journal par l'éducation. Les parents d'élèves se disent favorables à la reprise des cours. On écoute. Conformément à la crise qui a secoué le milieu éducation-formation et qui a causé la mort de 2 élèves, entraînant de nombreux blessés, la destruction d'infrastructures scolaires et de biens matériels. Nous, parents d'élèves de Côte d'Ivoire, sommes très peinés, choqués et très inquiets de la dite situation. Présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Rappelons à tous que l'école est le lieu par excellence où se forgent les valeurs humaines. Elle n'est pas un champ de bataille et la Côte d'Ivoire émergente est loin d'admettre de telles attitudes. C'est pourquoi nous appelons à la retenue de tous. Demandons particulièrement aux enseignants d'être indulgents et de continuer de faire confiance au président de la République. Remercions le gouvernement de n'avoir pas cessé d'entretenir le dialogue avec les enseignants et restons donc convaincus que leurs préoccupations seront traitées avec intérêt. D'ici là, nous vous invitons, chers enseignants, à la reprise des cours dès le lundi 13 avril 2015 pour le bonheur de nos enfants à tous, force vive de la Côte d'Ivoire de demain. Aux élèves, nous sommes conscients de vos inquiétudes et nous nous battons pour que vos droits soient respectés. Alors, nous vous demandons de garder votre calme et d'éviter la violence à tout niveau. Votre devoir est d'aller à l'école avec vos seuls outils que sont vos cahiers, vos livres et vos stylos. Rien de plus. De ce fait, nous exhortons, mesdames et messieurs les chefs d'établissement scolaires, à plus de vigilance et les parents d'élèves à plus d'implication dans la vie scolaire de leurs enfants. Nous vous remercions. Éducation, toujours un atelier dont le thème est l'effort mondial des enseignants pour une meilleure éducation a eu lieu jeudi à Grand-Bassam. Cette rencontre visait à améliorer sous tous ses aspects la qualité de l'éducation afin de garantir des résultats d'apprentissage reconnus et quantifiables. Patricia Omouitia. Groupe de travail, échange, discussion autour du thème « L'effort mondial des enseignants pour une meilleure éducation ». Les syndicats d'enseignants ont également discuté de la question. Selon eux, une éducation de qualité est celle qui s'adapte le mieux aux besoins présents et futurs des apprenants. Les enfants ne sont pas motivés, les parents ne prennent plus leurs responsabilités et donc nous avons d'énormes problèmes. La réforme pédagogique nous fatigue. Souvent, nous ne sommes pas associés à ces réformes-là. Le changement de pédagogie, c'était la PPO. Nous sommes passés à la FPC. Maintenant, c'est la formation par compétence. La réforme et tout ça, nous ne sommes pas associés. Et quand on n'est pas associé, c'est normal qu'il y ait des difficultés. Une rencontre qui vise à mobiliser les partenaires de l'éducation autour d'une vision commune, afin de garantir des enseignants de qualité. Il y a entre autres la Banque mondiale qui nous dit qu'il y a de très sérieux problèmes et on impute souvent à la piètre qualité du corps enseignant beaucoup de ces difficultés dans l'éducation publique. Or, le but de cet atelier est justement de donner la parole aux enseignantes et aux enseignants ivoiriens pour justement voir ce qui cloche dans le système scolaire. Les travaux menés par les participants de cet atelier ont pour but de promouvoir une éducation de qualité ainsi qu'une implication indispensable des enseignants dans l'élaboration des politiques nationales et internationales en matière d'éducation. Vous le savez, la Côte d'Ivoire abrite depuis le 3 avril dernier la 3e édition du SARA, le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. C'est un rendez-vous auquel les enfants prennent part également. Ils n'y sont pas pour faire des affaires, certes, mais pour eux, les expositions d'animaux et de certaines cultures sont l'occasion de découverte. Guillaume Zéré, Ami Sissoko et Franck Quadio. SARA. Si pour la plupart, ce salon est un rendez-vous économique, pour ces enfants visiblement heureux de prendre part au salon, il a un tout autre sens. Les chameaux, les autruches, les bœufs et bien d'autres expositions sont pour eux un moment de découverte.
Avant, je voyais tout ça dans la télévision, mais voir en vrai, c'est incroyable. C'était la culture des autres pays, je ne connaissais pas, mais je n'avais pas goûté. Et aujourd'hui, j'en ai goûté, je suis très content. Ils sont venus voir, mais ils ne sont pas venus seuls. Accompagnés de responsables de leurs écoles ou en compagnie de leurs parents, l'entrée est partagée. Je suis venu à mes enfants aujourd'hui et puis ils viennent quand même faire connaissance des animaux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, se familiariser avec. Et puis on ne sait jamais, peut-être que ça peut susciter en eux certaines vocations. Parents heureux donc, même quand on ne peut pas voir, l'essentiel est de bien vivre l'instant. Les enfants sont en congé de Pâques, donc on a profité pour venir leur faire visiter un peu le Sahara et puis voir quelques animaux. Et bon, pourquoi pas nouer quelques contacts aussi dans le cadre de ma profession d'éleveur. Découvrir, ouvrir les yeux et éveiller les consciences sur les réalités agricoles sur et au-delà du continent. Objectif atteint, pourrait-on dire. Le prochain défi serait alors de capitaliser les acquis. Nous sommes au Sahara, restons-y. Des jeunes formés dans des structures de formation agricole ont participé également à ce salon. Dans le milieu agricole, il faut le savoir, la formation est considérée comme gage de réussite professionnelle dans ce secteur d'activité. C'est ce que nous dit Adama Koné. Serge Marius Goulia est agriculteur à Azadié dans la région de la Mé. Ici, il exploite 6 hectares de terre qu'il consacre aux maraîchers. Son insertion dans l'agriculture, il la doit à l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA. Pendant la formation, nous avons eu beaucoup de connaissances, notamment sur l'aspect technique au niveau de la production du matériel végétal, mais aussi sur la réalisation des projets personnels, notamment en matière de micro-projets. C'est ce qui, une fois sorti, m'a donné l'envie de créer ma propre boîte. La formation est une préoccupation essentielle pour le développement de l'agriculture ivoirienne. Une école de formation au métier de l'agriculture a donc été créée en 1805. L'Institut national de formation professionnelle agricole est le dispositif de formation mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour gérer la formation professionnelle agricole publique. Il regroupe l'ensemble de toutes les écoles publiques qui interviennent dans le domaine de la formation agricole. Cette école de formation conçoit et met en œuvre des projets de formation professionnelle initiale et continue. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation dite diplômante qui forme les techniciens et des techniciens supérieurs en agriculture, en élevage, en halieutique et en foresterie et environnement. Comme Serge, d'autres anciens pensionnaires de l'école de formation agricole de Bingerville ont eux aussi reçu leur insertion. Avant d'exercer tout métier, il est bien d'être formé. Et la formation du milieu agricole, c'est à l'INFPA. Et c'est le seul secteur, je dirais, où on n'a pas besoin de niveau. Au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, Sahara, les élèves de cette école de formation agricole font montre de leur savoir-faire. Les différentes structures de formation agricole que compte la Côte d'Ivoire offrent des chances de réussite aux jeunes pour faciliter leur insertion dans l'agriculture et les aider à la performance dans les métiers d'éleveur, d'halieute et de gestionnaire d'exploitation agricole, entre autres. L'accès à ces instituts de formation agricole se fait par voie de concours. Toute autre chose à présent, une délégation du CCT, le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, a échangé récemment avec le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et la mairie de Lille, localité de France. Il s'agit pour François Albert Amichet et ses collaborateurs de parler de coopération décentralisée entre le Nord et le Sud, et surtout la prochaine rencontre de Yamoussoukro. Mamadou Kouassi revient de Lille, c'est en France. 2 points au centre de ces échanges entre le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et les étudiants de l'Université de Lille 1, membres de l'association réciproque. Il s'agit pour la délégation de l'UEMOA accompagnée des étudiants de parler de la prochaine rencontre de Yamoussoukro sur le changement climatique et la coopération décentralisée avec cette région du nord de la France. François Albert Amichet et sa délégation sont allés solliciter l'appui de cette collectivité, l'une des plus organisées et développées d'Europe, pour accompagner le CCT dans la prise en compte des besoins de sa population. Nous avons été instruits de ce qui se fait au niveau
de la sous-région ouest africaine avec le Sénégal, mais nous espérons que cela s'étendra à d'autres territoires de l'UEMOA, surtout dans des domaines bien précis. Une initiative saluée par la première vice-présidente de cette structure décentralisée de France, qui promet accompagner le CCT dans toutes ses démarches pour le développement de son territoire. Dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, bien entendu, on pense à des politiques de proximité, mais aussi la mise en place de plans locaux, régionaux d'aménagement et de développement. En ça, les collectivités territoriales françaises peuvent accompagner les collectivités territoriales africaines sur la mise en œuvre de ces stratégies nouvelles de développement locaux. Après le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, le président du Conseil des collectivités territoriales, François-Albert Amicha, et sa délégation ont mis le cap sur la mairie de Lille. Ici également, la coopération décentralisée et le prochain forum sur le changement climatique sont abordés. La deuxième adjointe au maire, au nom de Martine Aubry, maire de la ville de Lille, promet la participation et le soutien de sa collectivité aux initiatives des élus locaux de l'espace ouest africain. Pour les questions climatiques, et puisqu'il faut renouveler les engagements des États, les collectivités locales ont un rôle fondamental dans ces problématiques. Donc cette étape-là, cette étape africaine est tout à fait fondamentale. Des engagements salués par la délégation du CCT. La ville de Yamoussoukro abritera au mois de juin prochain un forum panafricain sur le changement climatique, en prélude au sommet mondial sur l'environnement qui aura lieu à Paris en décembre 2015. Comment parvenir à donner un sens à son existence? Nous sommes en religion. Comment parvenir donc à donner un sens à son existence? Ce thème a fait l'objet d'une conférence débat samedi dernier. L'initiative est de l'Église disciple du Christ par l'Évangile authentique. Cette conférence, la deuxième du genre, a été l'occasion d'exhorter les fidèles à vivre conformément aux recommandations des Saintes Écritures. Le reportage est signé Grace Kando. L'homme créé à l'image de Dieu devrait entretenir une relation intime avec son Créateur. Dans la dynamique, il lui faudrait s'abandonner totalement entre les mains de son Dieu, son salut et sa lumière. C'est la doctrine sur laquelle l'Église disciple du Christ par l'Évangile authentique dénommé Diceva fonde son existence. Elle a donc organisé une conférence débat autour du thème « Comment parvenir à donner un sens à son existence ?» Beaucoup de personnes aspirent à se réaliser de façon générale, mais elles ne savent pas comment. Alors nous voulons expliquer la dynamique de l'intervention de Dieu dans l'existence de l'homme pour lui donner une forme, pour lui donner de la vie, pour lui donner de l'impact, pour lui donner de la substance. Et donc permettre aux hommes de réaliser que le chemin établi par Dieu pour se réaliser n'est nulle autre personne que Jésus lui-même. Une évangélisation pour montrer que Dieu doit être au début et à la fin. Les responsables de l'église d'Iceva n'entendent pas s'arrêter là. D'autres thèmes seront abordés dans les prochains jours dans le sens d'édifier la foi des fidèles et bien d'autres personnes. Abi Reggae, où le Festival international de reggae d'Abidjan a démarré le 9 avril dernier. Vous le savez certainement, Abi Reggae a donc pris fin hier au Palais de la Culture de Treichville. Le ministre d'État Moussa Dosso, initiateur du festival, dresse ici le bilan de cet événement qui a réuni à Abidjan des intellectuels et des artistes, et puis des mélomanes venus du monde entier. Issa Yeo. Abidjan, capitale mondiale du reggae du 9 au 12 avril. Pendant 4 jours, le Festival international du reggae d'Abidjan, où Abi Reggae a mobilisé intellectuels et mélomanes autour d'une musique, le reggae. Le ministre Moussa Dosso, initiateur de ce festival, se félicite de l'engouement suscité autour de l'événement. Il y a eu une très forte mobilisation, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Puisque si vous regardez la liste des panélistes, on s'aperçoit que des chercheurs, des écrivains, des philosophes sont venus de partout en Afrique et également des Jamaïques et bien sûr d'autres pays comme les États-Unis et la France. Pour le ministre Moussa Dosso, le reggae étant une musique universelle, il était donc important d'instruire les jeunes sur les origines et la portée de ce rythme, d'où l'organisation du colloque. Bob Marley est décédé le 11 mai 1981, mais
tous les ans, à la date d'anniversaire, il est au top numéro 1 des ventes de disques reggae. Pour bien comprendre la musique, il faut se pencher sur les origines de cette musique, d'où elle vient, comment elle a été conçue, par qui elle a été conçue et quels sont les messages que cette musique véhicule. D'où le colloque. Simplement parce que la dimension intellectuelle avait quasiment la même valeur que la musique. L'engouement et l'intérêt suscités autour de l'événement ne font pas oublier à l'initiateur du festival les ratés et les difficultés. Toutefois, il se montre confiant pour les éditions à venir. On ne peut pas échapper aux désagréments. Bien sûr qu'il y a eu des désagréments. Ça a été le rituel. Nous nous sommes excusés. Au-delà, il faut tirer les leçons pour bien préparer les prochaines éditions et que définitivement Abidjan consolide sa place au niveau des capitales du reggae dans le monde. Et je peux vous dire d'entrée de jeu que Jimmy Cliff a confirmé pour 2017. Et puis le frère Tikenja, qui n'a pas pu venir pour les questions de calendrier, a également confirmé. Le ministre Moussa Dosso a exprimé toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour son soutien à la réussite de cette première édition du festival Abi Reggae. Reportage signé Issa Yeo et Abou Oussanogo. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, sachez que l'opposant gabonais et fondateur de l'Union nationale André Mbaobam est décédé dimanche à Yaoundé au Cameroun, où il était soigné depuis plusieurs jours. Ancien ministre d'Omar Bongo, passé à l'opposition en 2009, il en était l'une des principales figures depuis l'élection contestée d'Ali Bongo à la présidence après le décès de son père. À l'annonce de la mort de l'opposant, des heurts ont éclaté dans la capitale gabonaise, Libreville. Et puis, dans un message vidéo adressé aux Américains, l'ancienne première dame des États-Unis, devenue ensuite secrétaire d'État pendant le premier mandat de Barack Obama, a annoncé hier dimanche sa candidature à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre 2016. Hillary Clinton est la première démocrate à s'engager dans la course à la Maison-Blanche. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme avec Mariem Touré.